Europe 1, Pascal Delatour-Dupin. Avant de revenir évidemment sur ce sondage IFOP, sondage baromètre IFOP, 66% de mécontents depuis l'arrivée de François Bayrou à Matignon. On va en parler parce que franchement, les personnes sondées, vous me direz ce que vous en pensez, sont assez dures avec l'action de François Bayrou. Dernière information que vous nous donniez, Arthur Delaborde, au moment où nous parlons, 20h33 sur Europe 1, il n'y aura finalement pas d'entretien physique entre François Bayrou et Emmanuel Macron à l'Elysée. La situation semble, Arthur Delaborde, bloquée ce soir. Effectivement, donc pas de rencontre alors qu'elle était attendue un peu toute la journée. On a eu des échanges téléphoniques entre Emmanuel Macron et François Bayrou. Visiblement, les blocages font que cette décision doit être reportée. Mais c'est les deux hommes qui ont du mal à se parler. C'est quoi, Arthur Delaborde, du service politique d'Europe 1 ? Alors, il y a à la fois des blocages politiques qui sont plus larges, et puis il y a une volonté certainement d'Emmanuel Macron de montrer qu'il reprend les choses en main, alors que, faut-il le rappeler, il avait initialement fait le choix de nommer Sébastien Lecornu à Matignon. On sait oui, ça passe toujours pas, ça. Le passage en force de François Bayrou ne passe toujours pas à l'Elysée. C'est peut-être en tout cas une volonté de montrer que c'est lui qui est au centre du jeu. C'est vrai que constitutionnellement, c'est le président qui nomme le gouvernement sur proposition du Premier ministre. Il a l'occasion de montrer que c'est bien lui qui décide in fine, alors que François Bayrou a gagné un bras de fer en obtenant cette nomination à Matignon. En tout cas, c'est ce qui ressort des différents témoignages qui ont été essentiellement rapportés par les proches de François Bayrou. Donc là encore, on verra plus tard s'il y a d'autres récits qui se font jour, mais il apparaît avec les éléments qu'on a que c'est bien François Bayrou qui a menacé de quitter le bloc central si Emmanuel Macron ne le nommait pas à Matignon, qu'il a pesé de tout son poids dans les dernières minutes, et que on avait déjà vu d'ailleurs dans le courant de la semaine une certaine reprise en main de l'Elysée, puisque là c'est l'Elysée qui reprend la main ce soir, non, Arthur Delaborde? Oui, mais même en milieu de semaine, François Bayrou, vous le savez, a reçu finalement l'ensemble des chefs de groupes parlementaires et de partis à Matignon. Et ça, c'était une demande claire d'Emmanuel Macron, puisque l'idée de François Bayrou à la base, c'était plutôt de constituer son gouvernement à partir de poids lourds de chaque camp, mais sans forcément négocier dans le détail avec les partis. Et Emmanuel Macron, lui, était plutôt dans une logique qui consisterait à négocier d'abord une base programmatique et essayer de négocier un accord de non-censure avec le Parti socialiste. Deux méthodes un peu différentes. François Bayrou pensait que, en nommant des personnalités influentes de chaque camp, il aurait la possibilité quelque part de créer un espèce de mouvement politique qui lui serait favorable. On a bien vu qu'il n'a pas réussi à élargir son socle commun, et Emmanuel Macron lui a quelque part imposé de revenir à une méthode plus traditionnelle en recevant l'ensemble des acteurs politiques. Et c'est vrai que le feuilleton continue, c'est ce que me dit Donna Vidal-Revel qui nous écoute ce soir, le patron d'Europe 1. Il est 20h36, je voudrais qu'on revienne un instant quand même sur ce sondage IFOP, puisque la situation semble bloquée ce soir, sur ce sondage IFOP pour le JDD à propos de l'arrivée, ratée en tout cas d'après le baromètre, de François Bayrou, parce qu'on a enchaîné les couacs, et ça les Français l'ont bien repéré, 66% de mécontents de son action. Ça fait une semaine qu'il est à Matignon, ça fait un peu plus d'une semaine, c'est quand même à peine croyable. Je voudrais qu'on va écouter ce que dit Frédéric Dabi, et ce que disait Frédéric Dabi dans ce studio tout à l'heure, directeur général opinion de l'IFOP. Mais voilà ce que disent les Français. Les sondés reprochent à François Bayrou, je résume, d'être un homme politique à l'ancienne, motivé par des ambitions personnelles. Voilà ce qui ressort. L'épisode de l'aller-retour à 12 000 € en pleine crise de Mayotte à Pau a été catastrophique. Et autre point faible aussi qui pèse en défaveur de François Bayrou, c'est sa proximité avec Emmanuel Macron, malgré effectivement la distance qu'il y a aujourd'hui entre les deux hommes. C'est quand même François Bayrou qui lui a apporté l'Elysée sur un plateau d'argent à Emmanuel Macron. La relation entre Bayrou et Macron, c'est une relation qui est historique depuis 2017. Voilà. Donc, en effet, et François Bayrou ne peut pas s'exonérer de sa propre part de responsabilité dans le bilan que les Français font à tort ou à raison de l'action d'Emmanuel Macron. Donc ça pèse. Et ensuite, évidemment, vous avez tous ces aspects de communication que vous avez évoqués. Non mais franchement, j'exagère ou pas? Tout à l'heure, il y a Philippe Guibert qui me dit mais non. Bon, alors, écoutez ce que disait Frédéric Dabi, d'abord, directeur général opinion de l'IFOP. François Bayrou, ce qui me frappe, c'est qu'il y a énormément
de propos négatifs qu'il associe à un politicard. Il n'est pas très jeune, il cumule, il est très très ambitieux, il n'a pas été au pouvoir depuis très longtemps, il fait tout pour arriver au pouvoir, donc ce n'est pas majeur le côté. Il a voulu avoir Matignon parce que les gens ne sont pas obsédés par ça. Ils ne sont pas sur une logique de casting, ils sont sur une logique de résultat. Et le drame du pays, c'est ce que j'avais appelé récemment l'éclipse du politique. Les Français ne voient plus l'affaire politique au national. Il ne se passe plus rien. Ils se parlent entre eux plutôt que de parler aux Français. Voilà. Bon, alors Nathan Devers, vous vouliez réagir. Vous entendez ce qu'a dit Frédéric Dabi, c'est ce qui ressort effectivement de ce baromètre. Oui. Autant je trouve que les deux derniers reproches, à savoir sa proximité avec Emmanuel Macron, c'est incontestable. Le fait qu'il y a eu des erreurs de communication et le déplacement à Pau, c'est incontestable aussi. Autant l'accusation d'opportunisme, je la trouve factuellement fausse concernant François Bayrou. Qu'est-ce que l'opportunisme ? L'opportunisme, de la part d'un politique, c'est le fait d'être prêt à tout pour accéder au pouvoir, c'est-à-dire aux plus hautes fonctions de l'État. La carrière politique de François Bayrou, je suis désolé, mais elle ne relève pas de cette catégorie. Il a été candidat aux élections présidentielles sous la bannière d'un parti à 2 reprises, dont il savait qu'il n'allait pas l'amener à l'Élysée. Si François Bayrou avait été opportuniste, il aurait fait sa carrière au RPR, à l'UMP ou au Parti Socialiste. C'est-à-dire, dans une logique, avant Emmanuel Macron, on pensait que la France, il y avait seulement 2 partis, ou en tout cas qu'il y avait 2 tendances politiques qui pouvaient amener au pouvoir, soit à gauche, soit à droite. Mais la proposition politique centriste, depuis Le Canuet, personne n'a jamais cru, avant 2017, qu'un centriste allait arriver à l'Élysée et que le centrisme allait devenir comme ça la nouvelle donne de la vie politique française. Or, François Bayrou, c'est vrai qu'il a consacré sa vie, depuis qu'il avait quitté le ministère de l'Éducation, a consacré sa vie à une force politique qui ne promettait absolument rien en matière d'opportunité politique. Et d'ailleurs, quand il a lâché Nicolas Sarkozy, si vous voulez, c'est pas des comportements de quelqu'un qui est prêt à tout pour avoir son petit ministère et son petit marocain. Donc, je trouve qu'il y a là quelque chose qui est vraiment factuellement faux. Je dis même pas ça pour défendre François Bayrou, qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas. Cette critique ne correspond pas à son parcours politique. Et je trouve que ça aussi, peut-être, ça en dit un petit peu long sur la manière dont la communication prend un peu le pas sur la substance politique. Par exemple, parmi les choses qu'on a reprochées à François Bayrou depuis son arrivée à Matignon, le fait que pendant ses premières questions au gouvernement, il ait oublié de saluer systématiquement la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Braun-Pivet. Il y a eu des articles dans certains journaux pour commenter cette actualité en donnant l'impression que c'était extrêmement grave. Voilà. Est-ce que ça, on est sur une faute politique ? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui nous montre que François Bayrou mérite d'être disqualifié politiquement ? Ou est-ce qu'on est sur le fait qu'il n'a pas forcément des communicants mais ça montre peut-être, que c'est un peu un homme de politique d'ancienne génération. Moi, je le pense en tant que femme. Je pense que pardon, c'est très, très bête ce que je vais vous dire, peut-être, mais ça aurait été un homme, je pense qu'il aurait salué davantage François Bayrou. Donc il a quand même, je pense ça, et c'est ce que les Français renvoient effectivement, cet homme politique d'ancienne génération qui enchaîne les couacs, Arthur Delaborde. Oui, et puis il y a cette image de François Bayrou, puisqu'il n'a jamais caché lui-même qu'il avait une ambition très forte, à la fois sur le plan présidentiel et sur l'accès à Matignon. Il a donné l'impression aussi, peut-être en 2017, d'avoir très vite retourné sa veste quand il a vu qu'il n'était pas en position dans les sondages de faire quelque chose à la présidentielle et d'avoir soutenu peut-être Emmanuel Macron, peut-être les gens interprètent ça comme une volonté d'accéder à des postes, alors que c'est vrai finalement, il a été nommé garde des Sceaux, ça a été très éphémère, il a dû renoncer à cause de cette histoire judiciaire des assistants parlementaires au Parlement européen. Et donc, il a une image, peut-être cette image qu'il avait au Guignol de l'info sur Canal+ à l'époque, qui revient d'un homme qui finalement a surtout une ambition pour lui-même plutôt qu'une ambition pour les Français. Il porte encore ça aujourd'hui certainement, et c'est pour ça qu'il a des sondages aussi négatifs. On va voir s'il est capable d'inverser la tendance avec la composition du gouvernement qui va nous annoncer. Mais vous voyez, Donna Vidal-Revel qui nous écoute me dit là à l'instant, c'est vrai ça, et je vais revenir là-dessus. Aurait-il oublié de saluer Gérard Larcher s'il avait été au Sénat ? Je ne crois pas. Voilà. Donc, excusez-moi, mais ça traduit aussi quelque chose. Bon, voilà, François Bayrou est là, il va falloir qu'il mène son gouvernement, mais sur l'homme,
pardon, mais ses premiers pas, il enchaîne les couacs. Oui, il enchaîne les couacs. Mais alors, je suis pas sûr que c'est parce qu'il est un homme politique de l'ancienne génération, parce que regardez Michel Barnier, ils ont le même âge. Non, mais c'est pas une question d'âge, c'est une question de posture. On a considéré que l'entrée en matière de Michel Barnier était plutôt réussie. En l'occurrence, non, je crois que là où je rejoins Nathan, c'est que c'est vrai, il y a malgré tout une cohérence chez François Bayrou dans son engagement politique. C'est un démocrate chrétien, il s'assume comme tel, il a toujours eu cette position centrale et centriste dans la vie politique, et il a essayé de bâtir un centre autonome, et il s'est rallié ensuite à Macron. Après, en effet, il y a l'homme Bayrou, qui a quand même une certaine idée de lui-même, ceux qui le connaissent s'accordent à le reconnaître, quelqu'un qui, malgré sa volonté de proximité, n'a pas fait preuve d'une très grande proximité dans ses premiers pas à Matignon, parce que quand vous considérez que l'une des priorités, c'est par exemple de permettre à nouveau le cumul des mandats, je ne suis pas sûr que ça soit une des priorités des Français, cette question du cumul des mandats. Quand vous allez à Pau plutôt que d'aller il n'était pas obligé d'aller à Mayotte, mais en tout cas, il a donné le sentiment que par rapport à Mayotte, il était en décalage. Mais avec un avion de la République, il y a 12 000 € l'aller-retour. Voilà. Vous pouvez prendre le train dans ces cas-là, si c'était si urgent d'aller au Conseil de... Oui, qu'est-ce qu'il y a, Arthur Delaborde ? Mais juste cette question du cumul des mandats, elle éclaire aussi peut-être ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec Yaël Braun-Pivet, puisque Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, s'était déclarée contre cette proposition de François Bayrou. Je pense aussi qu'il peut y avoir un peu de passif entre les deux, et ce qui peut expliquer que François Bayrou aurait pu aussi volontairement omettre de remercier, de saluer Yaël Braun-Pivet. Le problème de Bayrou, il veut réconcilier, mais il est très clivant, en fin de compte. Il est clivant vis-à-vis du président de la République, clairement, on l'a vu ces derniers jours. Alors, le président de la République est lui-même clivant. Il est clivant avec les LR, souvenons-nous. Le passif entre les LR et François Bayrou est considérable. Donc, c'est une personnalité assez paradoxale, en fait, Bayrou. Il n'a pas encore parlé aux Français, François Bayrou. C'était pas bien grand-chose. Il est clivant aussi au sein de son propre camp, puisque forcément, il y a toujours en toile de fond 2027 et les ambitions des uns et des autres, et une réussite totale de François Bayrou ne ferait pas forcément l'affaire de tout le monde chez les prétendants à la succession d'Emmanuel Macron. Ouais, bon, on en est très loin, la réussite pour l'instant. Alors attendez, Nathan Dever, je rappelle aux auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent et que nous apprécions beaucoup, 20h45 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Europe 1, Pascal Delatour-Dupin. Voilà, évidemment, Europe 1 va rester mobilisé toute la semaine sur la nomination de ce gouvernement dans la matinale demain. Grosse semaine, évidemment, très très grosse semaine politique à passer sur Europe 1 avec vous, chers auditeurs. François Bayrou est en train de quitter Matignon. Où va-t-il ? Bon, pas à l'Élysée. Non, mais pas à l'Élysée, puisque finalement ça a été annulé. Mais en tout cas, Arthur Delaborde, où va ? Il va peut-être rentrer chez lui. Je n'ai pas encore l'information. Alors, Arthur Delaborde, voilà, non, mais parce qu'on partage évidemment avec des auditeurs d'Europe 1 ce qui est en train de se passer en direct. Est-ce que nous voyons François Bayrou qui quitte Matignon ? Oui, peut-être pour rentrer chez lui ou pas. Donc, Arthur Delaborde va nous tenir informés effectivement de la situation si vous nous rejoignez sur Europe 1. Toujours pas de gouvernement, pas avant demain au mieux. Quand aura-t-on un gouvernement ? On nous avait quand même prévu, annoncé un gouvernement avant Noël. Je vous rappelle que le 24 au soir arrive très très vite. Nous sommes donc le 22, 23, 24, c'est dans 2 jours. Demain, c'est une journée de deuil national pour Mayotte. Ça commence à devenir très très compliqué. En principe, promesses non tenues, Arnaud Benedetti. Promesses non tenues, oui. Vous savez, les promesses, en général, dans ce type de situation, elles sont difficiles à tenir. Alors, attendez, quand même, il faut. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, et l'avocat, d'ailleurs, il n'est pas le diable, François Bayrou, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'il hérite d'une situation politique qui est compliquée. Il faut dire ce qui est. Après. Bon, le signal qu'il faut, je pense que c'est vrai que le signal qui est envoyé dans cette difficulté montre que, en effet, on a un François Bayrou qui est moins bon négociateur, vraisemblablement, qu'il prétend l'être, puisqu'il a du mal, en tout cas, à construire ce gouvernement. Ensuite, il y a un autre aspect dont on ne parle pas, c'est qu'il a promis un gouvernement resserré. Alors on verra ce qu'il en est, parce que il n'est pas le premier à promettre des gouvernements resserrés, et ils ont tous promis des gouvernements resserrés. D'ailleurs, le dernier gouvernement, il y avait plus de 41 ministres. Moi, j'avais trouvé ça très surprenant, compte tenu quand même du bail précaire que constitue un gouvernement aujourd'hui dans la situation politique qui est telle qu'on la connaît. Mais le fait qu'il veuille peut-être un gouvernement resserré rend encore plus difficile les arbitrages
qu'il faut mettre en place pour constituer ce gouvernement. Donc il y a aussi ce paramètre qui peut être pris en compte. S'il arrive quand même à bâtir un gouvernement resserré, c'est-à-dire avec 20 ministres, 20-25 ministres, là de ce point de vue-là, par rapport au gouvernement qu'on a connu ces derniers temps, ça sera indéniablement un progrès et au moins il aura tenu cette promesse. Mais encore faut-il qu'il y arrive. Franchement... Encore faut-il qu'il y arrive. C'est vrai. Thomas Lacroix qui me dit c'est un feuilleton. Mais c'est ça, c'est une saga. Non, mais enfin franchement ça devient ridicule. Non ? C'est pas sérieux, mais c'est ce que disait Nathan Devers. Je veux dire, il y a un moment, pardon, mais les politiques doivent aussi prendre un peu de hauteur. Nathan, prendre un peu de hauteur. La situation du pays est extrêmement compliquée. On a le sentiment de jamais avoir été autant divisé, le repli sur soi, les soucis pour boucler des fins de mois, et on nous sert une soupe de séries Netflix, non ? Exactement. Le propre Nathan des séries Devers. Politiques, quand les scénaristes les écrivent et les séquencent, c'est de faire en sorte que ce qui existe dans la réalité politique d'un pays, ce soit rien d'autre que l'arrière-plan, la toile de fond, des intrigues, des personnages principaux. Quand vous regardez le Baron Noir, et c'est pour ça que cette série est géniale, l'intrigue principale, c'est est-ce que Kadmerad va devenir président de la République, ou Anna Mouglalis, etc. Et puis les colères, les problèmes, etc. qui existent en France, ce sont les intrigues vraiment secondaires qui sont en arrière-plan, qui sont beaucoup moins importantes. Ce qui est logique, parce que quand vous écrivez une série, ce sont les personnages principaux qui font vivre la série, et pas les figurants. Et bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, la politique française est en train de plus en plus de ressembler à une série télé. Ça veut dire que la réalité politique devient la toile de fond des intrigues présidentielles des uns et des autres. Pardon, alors excusez-moi Nathan Devers, à l'instant, alors ça franchement, quand je vous dis des épisodes, non mais c'est ça. Non mais attendez, mais c'est quand même incroyable. Sur les images, François Bayrou arrive à l'Élysée, alors qu'on nous annonce d'un autre côté qu'il n'y a pas de réunion. Vous savez, on va peut-être avoir un gouvernement ce soir. Voilà ce que je vais vous dire. On va peut-être avoir, avant la fin de cette émission, un gouvernement. Donc François Bayrou, contre toute attente, arrive à l'Élysée. Qu'est-ce qui se passe, Arthur Delaborde, du service politique d'Europe 1 ? Finalement, on assiste donc à ce rendez-vous qu'on attendait depuis le début de la journée entre les deux hommes. Rendez-vous physique. On rappelle qu'ils ont échangé par téléphone au moins à 2 reprises aujourd'hui. Donc là, manifestement, c'est pour finaliser la copie, la composition de ce gouvernement. A priori, on ne devrait pas avoir l'annonce dans la soirée. C'est en tout cas ce que nous a assuré l'entourage du président de la République. Mais franchement, on nous a dit il y a 2 secondes qu'il n'irait pas à l'Élysée, que cet entretien, et nous l'avons dit ici même dans cette émission sur Europe 1, qu'il n'y aurait pas d'entretien. Donc maintenant, il y a un entretien, parce que la voiture de François Bayrou est arrivée à l'Élysée. Oui, ça montre quand même beaucoup d'hésitation, de confusion, ce qui montre qu'il y a quand même un certain nombre de blocages qui semblent perdurer. Est-ce qu'ils vont trouver la solution ce soir ? Est-ce qu'ils vont devoir se revoir, par exemple, demain ? Ça n'est pas à exclure non plus. C'est assez compliqué de comprendre ce qui se passe exactement. C'est en train de se tramer, Nathan Devers. Ça montre probablement qu'ils ont la pression d'essayer de faire les choses au plus vite, parce qu'ils ont fait cette promesse de former un gouvernement avant Noël. Et une remarque sur cette promesse, elle n'a pas grand sens dans un régime parlementaire. Nos voisins européens ou dans le passé de la France, quand vous vous retrouvez dans une situation un peu inextricable où il est complexe de construire un gouvernement, il arrive que ça prenne extrêmement longtemps et l'opinion le comprend. Parce qu'elle comprend qu'on est dans des mécaniques extrêmement complexes où chaque micro-détail peut faire complètement exploser la chose. Et il est vrai que là, il y a une pression folle de l'opinion publique française, une pression folle aussi peut-être du champ médiatique, qui n'est pas habitué à un régime parlementaire parce qu'on vit en régime présidentiel depuis plusieurs décennies, depuis le général de Gaulle, et qui fait qu'on n'est pas dans la temporalité dans laquelle on devrait être. Peut-être que si nous avions plus une mentalité parlementariste, eh bien nous pourrions dire ce n'est pas important que là, M. Bayrou arrive, mette plusieurs semaines à construire son gouvernement. Ça lui mettrait pas la pression de faire cette promesse absurde de construire un gouvernement avant Noël et après d'être obligé de le faire au plus vite. Mais pourquoi s'engage-t-il après sur des timings? Faut pas les tenir. Sauf qu'il y a des urgences. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas se payer le luxe de rester trop longtemps sans gouvernement et sans gouvernement qui soit en mesure de gouverner. Il y a quand même un budget à voter, un projet de loi de finances à voter au mois de mars. Donc on voit bien que quand même il y a une nécessité d'accélérer l'agenda parlementaire et que ça ne peut se faire que si on a un gouvernement. Et aujourd'hui, manifestement, peut-être qu'on aura un gouvernement ce soir, on ne sait jamais, parce que les choses évoluent très rapidement, comme vous l'avez dit depuis tout à l'heure. Mais enfin, bon, a priori, ça me paraît peu probable, en tout cas. Qu'il y ait une annonce du gouvernement. Le président et le Premier ministre seront contrôlés. Oui, vous n'y croyez pas, Arnaud Benedetti. Arthur Delaborde est en train de se renseigner. Je compte sur vous, Arthur, pour informer les auditeurs d'Europe 1. Assez surprenant. Mais enfin...
pour l'instant, ne me maintient qu'il n'y aura pas d'annonce ce soir et qu'il faut s'attendre plutôt à une annonce demain matin. Avant 11h. Mais tout évolue très vite, vous l'avez compris. Non, mais bien sûr. Mais, depuis le début de la journée. Mais c'est vrai qu'il y a cette journée de deuil national qui commence à 11h demain matin. Exactement. Franchement, si on annonce le gouvernement, franchement, ça. Non, mais c'est exactement, c'est pas génial, dit Nathan Dever, c'est exactement ça. On ne va pas annoncer un gouvernement alors qu'on vient de décréter un deuil national pour Mayotte. C'est pas possible, ça. Ça surtout qu'il y a eu beaucoup de ratés en termes de communication. Non, mais alors attendez, on va pas faire celui-là non plus quand même. Il y a des communicants qui donnent des conseils aux hommes politiques où ils sont en vacances, non? Oui, pas besoin de communicants. Franchement, pas besoin de communicants pour le dire. Oui, pour s'en rendre compte que c'est pas une bonne idée de nommer un gouvernement demain. Mais parfois, vous voyez, parfois, par exemple, quand on prend un jet moi j'ai trouvé ça dingue. Prendre un avion de la République pour aller à Pau, à un conseil municipal, 12 000 €, il n'y a pas quelqu'un derrière qui dit c'est une bêtise? Et normalement, on doit s'en rendre compte tout seul. On n'a pas besoin de conseiller pour ça. Mais Nathan Dever, je suis d'accord avec vous. Mais semble-t il, ça n'a pas l'air clair pour tout le monde. Ça devrait tomber sous le sens. Mais non, mais ça devrait tomber sous le sens. Mais regardez, à chaque fois, c'est des pas de côté là. Cela dit, si on est passionné d'aviation, qu'on a rêvé toute sa vie d'arriver à Matignon, on se dit je vais tester l'avion. C'est la première chose qu'on a envie de faire. Nathan Dever se plaisante, mais je pense qu'il y a une part de vrai dans ce qu'il dit. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a peut-être une part de vrai. Non, je ne sais pas, parce que vous plaisantez. Moi, je suis passionné d'aviation, par ailleurs. J'ai aucune ambition politique, mais je comprendrais la tentation d'aller visiter l'avion. Non, je dis ça en riant un peu, mais oui, non, mais c'est... Avec un avion de la République, c'est chic pour un maire. C'est un problème. Et je reviens là-dessus. Le jour où le Rassemblement national arriverait ou arrivera au pouvoir, tous ces gens-là, quels qu'ils soient, se regarderont dans le miroir et ils feront moins les malins parce qu'ils seront tenus pour responsables non seulement par l'opinion, mais par les historiens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on commente l'actualité, non pas dans la perspective de journalisme, du commentaire immédiat, mais dans la perspective de l'histoire sur le temps long, incontestablement, ce qui sera dit demain, c'est que nous avons une montée mois après mois, année après année, du Rassemblement national, de ses idées, et que ceux qui prétendent lutter ou luttent contre le Rassemblement national ne font que participer à et de son augmentation, tout en appelant à faire des barrages républicains. Pour le dire en un mot. Mettez aussi LFI qui montent de son côté. Bien, alors, mais ça, même pas besoin de faire un dessin, parce que voilà, il y a presque une forme les deux extrêmes montent de gémellité. Vous avez raison, en plus il y a presque une forme de gémellité. Mais pour le dire en un autre mot, le barrage républicain, c'est pas seulement une combine d'entre-deux tours. Ça devrait être une logique, ça devrait être une boussole qui devrait animer l'action politique en permanence, et pas seulement quand on en a besoin parce qu'on a peur de perdre son siège au profit du Rassemblement national. Et c'est ça le problème, je crois, de la séquence dans laquelle on vit. Il faut quand même dire une chose qui est très importante. Emmanuel Macron est le seul président qui n'a jamais été élu autrement que dans une situation de barrage républicain. Jamais. Toutes ces victoires politiques, il les doit au fait que les Français ne voulaient pas du Rassemblement national. Ça veut dire qu'on n'avait pas un candidat entre guillemets normal du Parti socialiste ou de l'UMP, projet contre projet. Oui, on était dans une situation parce que les partis de gouvernement sont considérés comme par les Français, les partis de gouvernement comme ayant échoué. C'est aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même essayer d'essayer d'analyser sur 40 ans de vie politique. Si le Rassemblement national progresse de manière aussi dynamique, c'est parce que il est perçu comme une alternative à des partis qui, de droite comme de gauche, et centraux comme le parti macroniste, enfin ce qu'on appelle les partis macronistes, sont considérés comme ayant échoué. C'est ça aussi la victoire. Mais regardez le spectacle qu'on propose encore une fois. Ce soir dans Benedetti. Oui, ben c'est le spectacle d'une situation politique instable et où la crise domine et où les institutions apparaissent comme déréglées alors qu'elles ne le sont pas à mon sens. C'est-à-dire que je pense que le problème ce ne sont pas les institutions. L'historien disent la même chose. Non mais je pense que le problème ce ne sont pas les institutions. Sous la 4ème République c'était les institutions. Le problème ce sont les hommes malheureusement. Ce sont les hommes qui dérèglent le système. Nous avons encore 1 minute 52 d'émission. Peut-être plus, ça dépend de vous, Arthur de Laborde. Quelles sont les informations dont vous disposez ? Ce sont toujours les mêmes. Merci Arthur. Pas d'annonce du gouvernement ce soir, mais encore une fois, tout peut changer. Est-ce que les choses se sont débloquées ? Est-ce que ça va beaucoup dépendre de ce qui est en train de se passer à l'Élysée en ce moment, d'un point de vue de communication ? Est-ce qu'ils vont effectivement faire le choix d'annoncer ça tard ce soir ? Ça paraît assez peu probable, mais tout est possible, manifestement. Sur le menu, vous n'avez pas
d'informations de ce qu'ils vont manger ce soir? Non plus, pas encore. Vous parlez du dîner à 21h, c'est un dîner. Mais oui, mais pourquoi pas? Non, mais c'est vrai que bon, tout est possible. Alors évidemment, Europe 1 et toute la rédaction d'Europe 1 reste mobilisée, bien sûr, pour vous informer en temps réel. C'est une évidence. Donc nous restons dans le coin si jamais ça bouge. Mais effectivement, les informations, ça sera pas annoncé ce soir. Ils vont encore discuter pour faire la liste. Certainement évoquer les points de crispation, dont Xavier Bertrand, dont Bercy. Qui pour Bercy? Mais c'est un poste capital, parce qu'il va falloir qu'on ait un budget quand même, qu'on vote un budget. Est-ce que François Bayrou et son gouvernement pourra passer ce cap du vote du budget? Parce que on va se retrouver dans une situation similaire à celle du gouvernement de Michel Barnier. Non, oui, parce que de toute façon, arithmétiquement, au niveau parlementaire, l'alliance qui se constitue est la même alliance qui a finalement été celle qui a été conduite par Michel Barnier. Donc vous avez 220 parlementaires et vous avez potentiellement plus de 330 parlementaires qui à l'Assemblée nationale peuvent voter une motion de censure si vous ajoutez évidemment le NFP plus le Rassemblement national plus les ciotistes. Donc l'équation parlementaire reste la même. Exactement. Et ça signifie une chose, c'est qu'on a aujourd'hui une majorité de députés, ceux qui ont voté la motion de censure, qui veulent tendre le cou à l'esprit de la Constitution de la Ve République. Ça veut dire pousser un président à démissionner. Bien, il est 20h58 sur Europe 1. Merci beaucoup Arnaud Benedetti, Arthur Delaborde. Vous restez mobilisés, vous ne quittez pas tout de suite Europe 1. Ah bon, je pense que la soirée va être un peu longue. Arthur Delaborde, voilà. vous restez dans le coin. Nathan Devers, merci beaucoup d'avoir été en direct sur Europe 1. Tiens, je vous signale que tous les habillages de Noël que vous entendez ont été réalisés spécialement pour Europe 1 par les petits chanteurs à la Croix de Bois. Voilà, c'est dit. Une petite annonce aussi, Thomas Schnell vous donne rendez-vous dès demain de 6h à 9h dans Europe 1 matin. Il reçoit 7h10 pour son interview. Benjamin Morel, politologue et constitutionnaliste. C'est la fin de notre émission. Nous restons dans le coin, bien sûr, mobilisés. Demain, vous retrouvez Stéphanie Demuru, que j'embrasse, à la même heure. 19h-21h pour Europe 1 Soir. Et moi, je vous souhaite à tous et à tous de très, très, très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, de vos proches. C'est très important. On se retrouve à la rentrée le week-end prochain. C'est Charles L'Huillier qui est aux commandes. Et en attendant, Brandon Noiret vous accompagne pour l'information toute la soirée. Tout de suite, les années top 50 avec Ombline Roche. Bonsoir Ombline. Bonsoir Pascal. Des années top 50 très cinéma. Ce soir, on vous propose une sélection des meilleures bandes originales de films des années 80 et 90. Suggestion spéciale fin d'année sur Europe 1. Bonne émission.